Bonjour, au microphone Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition estivale de Mon Carnet, l'édition du vendredi 29 juillet 2022. Cette semaine, on parle avec un pionnier de l'Internet en France et on parle également à un Québécois qui a déjà permis à des milliers de gens à travers la planète d'aller passer du temps virtuellement dans la Station spatiale internationale ISS. Également dans cette édition de Mon Carnet, il y a Stéphane Ricoul qui nous livre un billet sur la bénévolence et comment les entreprises devraient changer de posture. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Je vous parlais d'une édition estivale, elle sera plus courte, mais vous allez voir, elle sera tout aussi intéressante que d'habitude. Je prends un instant pour saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations à Frédéric Tremblay, Sébastien Poupard, Jean-François Néron, Didier Godot et Nathalie Ouellette. À vous 5, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Je vous souhaite à tous de passer un bon moment à l'écoute de Mon Carnet et puis je vous retrouve dans un instant. Si vous utilisez Facebook ou Instagram, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus souvent, on voit sur notre fil d'accueil du contenu et qui n'a rien à voir avec nos connaissances, nos amis Facebook ou les groupes ou les entreprises qu'on suit. Et vous ne rêvez pas, Meta commence à nous servir du n'importe quoi. Enfin, c'est selon nos intérêts, selon ce qu'ils disent, et ça ne devrait pas cesser, au contraire. Meta reprend maintenant l'approche qui a réussi à TikTok et veut nous alimenter en continu. Fini le jour où vous vous rendiez au bout de votre fil Instagram et qu'on vous disait que vous étiez au courant de toutes les nouvelles de vos amis. C'est fini ça. Maintenant, Facebook et Instagram vont nous faire dérouler la page d'accueil à l'infini comme TikTok et ce n'est que le début. Cette semaine, lors d'une présentation des résultats financiers de Meta, il y a le grand patron Mark Zuckerberg qui a confirmé donc la stratégie de la maison et du même coup annoncé que l'apparition de contenu en provenance de comptes qu'on ne suit pas, ça va tout simplement doubler d'ici la fin de l'année. En ce moment sur Facebook, c'est environ 15% du contenu offert sur notre fil d'actualité qui provient de gens que nous ne suivons pas. Et c'est un peu plus d'ailleurs sur Instagram. Alors, imaginez ce que ça va être à la fin de l'année. Tout ça, selon Zuckerberg, pour augmenter l'engagement des utilisateurs. Et pour y arriver, Facebook et Instagram vont faire appel à une intelligence artificielle qui nous observe pour ensuite nous proposer du contenu aléatoire qui devrait répondre à nos intérêts. Maintenant que les résidences, les chalets peuvent se connecter au réseau de satellite Internet de Starlink, que les véhicules récréatifs, que les bateaux peuvent en faire tout autant, que les voitures peuvent le faire également, le fournisseur de services Internet d'Elon Musk vient de pointer vers son nouveau marché, celui des téléphones intelligents. Starlink vient en effet de déposer une demande auprès des autorités américaines pour étendre son spectre de couverture pour être capable de fournir des services d'accès Internet par satellite aux utilisateurs de téléphones intelligents. Et il est intéressant de voir dans cette demande qu'on ne parle pas spécifiquement de téléphones cellulaires, mais bien d'appareils électroniques portables. Donc, on peut penser qu'en bout de ligne, ce service pourrait servir également pour les ordinateurs portables ou tout autre appareil qui nécessite une connexion Internet. On peut imaginer qu'au début, les utilisateurs devront s'équiper d'un récepteur autonome, mais rien n'empêche ensuite à Starlink de faire des ententes avec des fabricants de téléphones pour y incorporer de petits récepteurs et donc maintenant on pourra parler d'une connexion satellitaire en mode autonome à partir d'un téléphone conventionnel. Nouvelle étude au sujet des jeux vidéo et leur impact sur nous. Et selon votre opinion sur les jeux vidéo, vous serez ravis ou déçus. Mais en bref, jouer aux jeux vidéo aurait peu de conséquences sur notre bien-être. C'est une nouvelle étude qui arrive de l'Oxford Internet Institute qui a interrogé plus de 39 000 joueurs de jeux vidéo pour arriver à cette conclusion. Et là, on parle autant d'amateurs d'Animal Crossing New Horizon que du jeu Apex Legends, que de Forza Horizon 4 ou Gran Turismo Sport. Alors, vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Donc, selon cette étude, jouer à des jeux n'aurait que peu ou pas d'incidence sur notre niveau de bien-être, mais ce serait plutôt les raisons qui nous poussent à jouer à un jeu qui aurait un impact. Donc, on peut comprendre ici que
Finalement, si vous avez du temps dans votre journée pour jouer à des jeux vidéo, c'est parce que vos affaires vont bien, c'est tout. Alors, c'est assez amusant comme conclusion, mais c'est cette version que les chercheurs semblent extraire des entrevues qu'ils ont fait avec les joueurs. Alors, j'arrête ma courte revue de l'actualité de la semaine parce qu'il y a 2 belles entrevues que je vais vous présenter et je veux prendre le temps de le faire comme du monde. Alors, on fait une très courte pause et on revient avec la première entrevue. Je commence avec cette rencontre faite avec Paul Raphaël de Félix et Paul Studio. On apprenait récemment que le studio montréalais avait été retenu par la NASA pour documenter son nouveau programme Artemis, le programme qui a comme but ultime d'aller remettre les pieds sur la Lune. Mais avant d'aller plus loin, je vous présente brièvement Félix et Paul Studio, que j'ai connu autour de 2014 alors qu'ils avaient créé une expérience en réalité virtuelle avec l'artiste Patrick Watson. Et à l'époque, ça avait été présenté à Austin dans le cadre du South by Southwest et ça avait fait beaucoup jaser, c'était assez impressionnant. Alors après, ils ont fait du contenu en VR pour Facebook, enfin pour les casques Oculus. Et d'ailleurs, si vous avez un casque Oculus, vous avez peut-être été visiter la station spatiale grâce à eux. Et plus récemment, ils ont fait l'exposition, la fameuse expérience L'Infini, dont je vous avais déjà parlé ici et qui nous permettait de visiter presque en grandeur nature la station spatiale. Tout ça grâce à des heures et des heures de tournage avec une caméra envoyée dans l'espace. Maintenant qu'ils poursuivent leur partenariat avec la NASA pour maintenant se rendre sur la Lune et avec eux, quelque part, nous amener avec eux sur la Lune également, je me suis dit que c'était un bon moment pour faire le point sur cette nouvelle mission pour Félix et Paul Studio et aussi faire le bilan de leur expérience passée. Et vous allez voir, comme dirait Charles Tisser, c'est vraiment fascinant. Alors, je vous présente ici un extrait de cette rencontre. Si vous désirez écouter l'intégrale de cette rencontre, elle est disponible sur la chaîne du podcast Mon Carnet, à partir de toutes les bonnes plateformes de podcast où vous écoutez ce podcast présentement, ou directement à partir du blog moncarnet.com. Alors, voici ce premier extrait de ma rencontre avec Paul Raphaël, cofondateur et directeur de la création chez Félix et Paul Studio. Et je commençais en lui demandant d'où venait cette idée un peu folle de se lancer dans cette nouvelle mission avec la NASA. Je dirais que le projet spatial qu'on entreprend depuis quelques années au studio, c'est vraiment un projet qu'on avait depuis le tout début, depuis qu'on a fondé le studio, en fait. Il y a presque 10 ans, l'an prochain. Exactement. Donc, en 2013, on a fondé le studio. On venait tout juste de faire notre première expérience qui s'appelait Strangers with Patrick Watson. On partait toute la machine, on bâtissait l'équipe. Ayant fait cette expérience avec Patrick, qu'on commençait à montrer un peu partout, en partant, on était déjà les deux fans de l'expérience que certains films, comme par exemple l'Odyssée de l'espace, malgré le fait que c'est un film et non une expérience de réalité virtuelle, c'était un film expérientiel. Et c'était en grande partie le sujet qui est, oui, l'exploration spatiale, mais aussi les implications philosophiques et quasi spirituelles qui sont entremêlées avec ce sujet et que Kubrick a si incroyablement traité dans son film. Donc, en partant, on était intéressé à la réalité virtuelle pour son pouvoir expérientiel, évidemment, mais tout ça, au final, c'est vraiment c'est la manière qu'on est capable d'aller impacter le spectateur avec ce médium qui était le plus intéressant pour nous. Et donc, on s'est dit très rapidement, il va falloir qu'on réussisse à capturer et traduire l'expérience d'être dans l'espace avec ce médium. C'était à l'époque un rêve un peu qui avait l'air inatteignable, mais on s'est dit, ça va être ça notre drapeau, là. On va viser pour ça et un jour on va peut-être y arriver. Et donc on a commencé petit à petit à se figurer comment est-ce qu'on contacte la NASA, l'Agence spatiale canadienne, les autres compagnies spatiales, et petit à petit on a réussi à avoir des contacts et avoir des conversations avec eux. Et cela a mené à une première série qui s'appelait Space Explorer, qui s'appelle toujours Space Explorers, mais qui a commencé comme la documentation de l'entraînement des astronautes sur Terre,
raconter un peu l'histoire de cette nouvelle ère de l'exploration spatiale qui est beaucoup plus collaborative entre l'industrie spatiale privée et le public, évidemment. Et après quelques années de collaboration avec ces compagnies et ces entités, on a finalement bâti les relations, mais aussi de comprendre comment on fait pour interagir avec ces compagnies. Qu'est-ce que ça veut dire envoyer des caméras dans l'espace? Et évidemment, convaincre ben du monde à embarquer avec nous, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue technologique, d'un point de vue, en tout cas, toutes sortes de collaborations ont dû être faites pour finalement, on puisse envoyer une première caméra dans l'espace pour filmer à l'intérieur de la Station spatiale internationale. Ensuite, un deuxième modèle qui a été utilisé pour filmer une marche spatiale, donc à l'extérieur de la station spatiale qu'on a lancée assez récemment. Et rendu là, ça faisait maintenant 5-6 ans qu'on faisait du travail avec ces compagnies-là, puis on s'est dit on va pas arrêter là. Pourquoi il y a beaucoup trop de momentum pour se limiter à la station spatiale. Et donc c'est de là où est venu ce projet, cette continuation du projet qui, si tout va bien, devrait nous mener jusqu'à la surface de la Lune dans les prochaines années. Parce que c'est ça. Là, vous suivez les astronautes se préparer. Et là, publiquement, c'est annoncé. Vous allez suivre le décollage. Vous allez nous faire suivre le décollage. Vous allez nous le faire vivre. Mais ultimement, c'est de suivre les astronautes lorsqu'ils auront le pied sur la Lune. C'est ça aussi votre défi. Absolument. Donc, on est un peu à l'étape où on était il y a quelques années, où on filme les premières étapes, en fait, de cette mission. On est en train on se projette dans le futur, comme on le fait souvent en studio. On a plusieurs défis qu'on n'a pas encore, qui sont à régler. On n'a pas toutes les solutions, mais on a certainement les bases de ce qu'il faut faire pour arriver à le faire. Donc oui, c'est ça la mission à long terme. On commence, je ne veux pas dire fake it till you make it, parce que je pense we made it to a degree, là, au point où on peut arrêter de dire qu'on est en train de faking it. Mais on est en train de vraiment, on avance comme si on allait le faire, puis d'après moi, à moins d'imprévus spectaculaires, avec un peu de chance, on devrait y arriver. Là, je m'adresse à l'étudiant ou le gradué de Concordia. Est-ce que l'ancien de Concordia n'a pas le vertige des fois quand il regarde où vous êtes rendu? Parce que ça a été vite, votre affaire. C'est beaucoup de travail, mais ça a été très vite. Là. Vous avez même pas 10 ans. Vous êtes déjà en train de partir dans l'espace avec vous l'avez déjà fait. Vous êtes parti dans l'espace avec vos caméras. Là, vous êtes en train de travailler avec la NASA et les gros joueurs qui sont en train de travailler sur l'avenir de l'exploration spatiale. C'est impressionnant, là, pour une entreprise qui a même pas 10 ans. Écoute, c'est sûr qu'il faut se rappeler d'où on vient. Puis ça, je le fais de façon assez systématique. Je l'ai toujours fait parce que on est constamment confronté à ce qui peut avoir l'air d'être des défis insurmontables. Et il faut se rappeler OK, non, on a réussi à surmonter des défis aussi insurmontables ou presque aussi insurmontables dans le passé. Fait que on dirait que ça baisse un peu la barre, ça rend les choses un peu plus, on a moins l'impression d'être fou à se donner ces défis-là, mais il faut aussi être, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout ce qu'on a réussi à accomplir aussi. C'est sûr que oui, j'y pense souvent là, d'où on vient, puis qu'est-ce qu'on a réussi à faire, où on s'en va. Je pense que c'est important dans la vie en général d'avoir cette perspective. Je vais vous ramener à vos débuts. Je me suis toujours demandé, dans le cas de votre studio, ça a été quoi l'élément qui a fait une différence au niveau de la perception de ce que vous étiez capable de faire? Je pense, puis vous l'avez mentionné tout à l'heure, là, Strangers with Patrick Watson, que vous aviez présenté au South by Southwest. Puis après, il y a eu, je pense, c'est 1 an plus tard, vous avez fait une entente avec Facebook à l'époque là, pour le casque Oculus. C'était la première fois qu'on commençait à avoir du contenu qui était intéressant, qui était filmé, qui était créé. Puis je pense, entre autres, là, à votre film là, de 40 minutes en VR, Miyubi. Ça a été quoi le moment charnière pour vous?
Écoute, tu as mentionné South by Southwest. Je pense que c'était vraiment un moment, c'est là où le pivot s'est effectué. C'est là où on a eu, c'était pas notre première rencontre avec Oculus, comme il s'appelait à l'époque, mais c'était le meeting où on s'est rendu compte du potentiel de ce qu'on était en train de faire. Donc, la réaction simplement de leur fondateur, Palmer Luckey, et du reste de leurs exécutifs, après avoir vu Strangers et en fait, simplement ce qu'ils nous ont dit par rapport à ce que eux faisaient, ce que eux avaient vu, ce qui s'en venait, puis notre place potentielle dans tout ça. Fait que c'est probablement le moment où personnellement j'ai le plus gros vertige dans ma carrière. C'était précisément le soir de cette rencontre-là. Je me rappelle assez viscéralement l'espèce de vertige existentiel qui était comme wow, ok, ça pourrait être assez intense là, ce qui s'en vient, puis l'excitation et aussi de se projeter encore une fois dans le futur et de voir ce qui pourrait être fait avec ce qu'on avait développé et ce qui venait de se passer. Donc clairement ça c'était un tel moment. L'autre moment est venu beaucoup plus tard. Je te dirais le prochain moment où je me suis senti aussi étourdi était le moment où notre caméra a été allumée à bord de la station spatiale, mais encore plus intensément le moment où on a allumé la caméra à l'extérieur de la station spatiale et on voyait la Terre en direct à travers notre caméra c'était vraiment ça le rêve de 2013 là, de filmer un spacewalk, même si entre-temps on avait filmé dans l'espace et avec la NASA. C'était ce moment-là où je pense qu'on était à peu près une dizaine à l'Agence spatiale canadienne, où on avait un genre de mini centre de contrôle. Centre de contrôle, exactement. Je pense qu'on était tous, je pense qu'on s'est tous mis à pleurer ou presque. Là. On était vraiment complètement émus et on avait vraiment vécu ça un peu. Évidemment, on n'était pas dans l'espace, mais indirectement, on vivait un genre de mini overview effect. En virtuel, littéralement. Mais c'est drôle que vous dites on n'était pas dans l'espace, mais on vivait ça parce que pour avoir expérimenté plusieurs de vos productions, mais particulièrement la grande exposition là, immersive L'Infini, moi, petit gars, j'ai vu le premier décollage, puis Armstrong mettre le pied sur la Lune, puis je me suis dit, c'est clair que moi, j'irai jamais sur la Lune. J'irai jamais dans l'espace. Mais en visitant votre exposition immersive, je suis sorti de là en disant, je l'ai fait. Et j'ai l'impression que vous arrivez, par l'entremise de votre rêve, j'ai l'impression que vous êtes en train de permettre aux terriens, à la grande majorité d'entre nous, d'aller là où on n'ira jamais. Et c'est ça aussi, j'allais dire pas votre travail, mais l'accomplissement de votre mission, c'est que vous nous amenez où on n'aurait probablement jamais été de notre vivant. Je trouve ça intéressant que vous disiez cette réaction-là, parce que il y avait l'entrepreneur, le rêveur, le directeur de création qui rêvait à ça. Mais là, maintenant, vous êtes en train de le faire vivre à la population en général qui va participer, qui va vivre votre expérience immersive L'Infini. C'est pas rien, là. Absolument. Et c'est surtout pour ça qu'on avait ce rêve. C'était, oui, évidemment, de le vivre nous-mêmes, c'est quelque chose, mais c'est pas que je voulais être astronaute dans la vie. Là. C'est pas le chemin que j'ai choisi. C'était vraiment quand on s'est rendu compte du potentiel de transporter la réalité virtuelle. Tout de suite, on s'est donné comme je parlais du drapeau, on l'a mis le plus loin imaginablement, le plus loin imaginable possible. Et c'était vraiment, c'était de flotter au-dessus de la Terre et d'avoir cette perspective. Et effectivement, depuis qu'on a montré l'exposition à Houston, surtout, où la grande majorité des employés de la NASA ont pu aller voir l'expérience. Et n'ont jamais pu aller dans l'espace.
Exactement. Donc, la NASA même, il y a à peu près, je sais pas, une vingtaine, une quarantaine d'entre eux qui sont allés dans l'espace, mais tu as des centaines, c'est pas des milliers Oui. de personnes qui ont contribué à ces missions, et tous ces gens-là ont des amis, des familles qui, eux, ne peuvent pas s'imaginer quelle est cette expérience. Et finalement, ils sont capables de le partager Ça a été quoi leur avec ces réaction, gens. ces gens-là? Ben écoute, c'était vraiment drôle parce que j'ai passé quand même quelques temps à Houston pendant qu'on montrait l'expo là-bas, puis j'étais souvent sur le plancher et j'entendais inévitablement des ingénieurs qui étaient là avec leur famille, puis qui leur pointaient la patente qu'ils avaient designée, puis l'autre affaire, tu sais, puis écoute, c'était vraiment incroyable. Mais on a aussi eu les témoignages. Des, de plusieurs membres de la NASA qui, d'ailleurs, c'est pour ça que ce projet-là, c'est pas comme si, notre médium, il est puissant, mais encore assez embryonnaire. Donc, c'est pas la télé, c'est pas le cinéma, c'est pas l'Internet mobile. Il y a relativement peu de gens qui ont accès à la réalité virtuelle. Donc, l'effort la contribution de la NASA et de l'Agence spatiale canadienne et des autres, elle est un peu démesurée par rapport à l'audience potentielle du médium. Par contre, l'impact et le pouvoir de communiquer ce que c'est d'être dans l'espace est tellement fort que ça comme c'est ça qui a permis à ce projet de non seulement exister, mais de survivre, parce que ça fait, comme je dis, ça fait à peu près peut-être 6 ans qu'on travaille avec eux, puis à n'importe quel moment, ils auraient pu nous dire, ah, ben finalement, le VR, ça a pas décollé à la vitesse qu'on espérait il y a 6 ans. C'est le fun, votre projet, mais on va arrêter d'investir ce qui est probablement l'équivalent de millions et de millions de dollars de temps d'hommes et de femmes et d'équipements c'est vraiment, il n'y a pas d'échange monétaire entre nous et la NASA, par exemple, mais cette collaboration a une valeur, c'est comme, priceless. Oui, mais c'est ça, mais moi, je la vois inestimable parce que d'une part, vous êtes en train de documenter, parce qu'on ne sait pas ce que la VR deviendra plus tard. Vous êtes en train de documenter, mais vous êtes en train de faire ce que vos outils et votre travail, vous êtes en train de permettre aux astronautes de faire pas leur vrai travail, ce sont des scientifiques, mais il y a toute la partie, tu sais, une fois qu'ils reviennent sur la Terre, puis ils viennent rencontrer des milliers de personnes après pour leur raconter comment c'est impressionnant, puis que c'est une petite boule bleue dans un néant. Mais là, vous nous amenez là-bas. Votre travail, là, et c'est pour ça que après être sorti de l'infini, je me suis dit, vous êtes probablement le Xème astronaute qui se promène. Parce que votre œuvre, elle a été faite, elle a été montée, réalisée. D'ailleurs, quel travail. Juste ça, on pourrait passer 1 heure à parler de cette exposition-là. Mais donc, c'est ça. Vous faites beaucoup. Et je veux rien enlever aux astronautes une fois qu'ils reviennent, mais vous faites beaucoup plus pour l'exploration spatiale, mais aussi la connaissance et le respect de notre planète qu'un astronaute pourra faire dans sa carrière. Parce qu'il va rencontrer quoi? Peut-être quelques milliers de personnes dans sa vie en donnant des conférences pour le reste de sa vie, alors que vous l'avez enregistré, vous l'avez monté. Il y a une exposition qui se promène. Une partie de votre documentation est aussi disponible en casque. On peut la regarder à partir d'Oculus, puis probablement de d'autres plateformes à un moment donné. C'est pas rien, là. C'est énorme comme travail. Alors, de là, l'intérêt de la NASA de vous avoir comme partenaire. Absolument, et je pense que ce qui est arrivé, en fait, l'exposition L'Infini, elle était un peu le résultat de cette l'insatisfaction du reach qu'a aujourd'hui la réalité virtuelle. Donc, on a peu de doute que à moyen terme, ça devienne le standard, que ce soit dans 5 ou 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, on ne sait pas. Là, c'est une question d'interface pour le moment, là, c'est ça. C'est ça, les casques vont devenir plus légers, plus performants, plus transparents. Le rituel de mettre en immersion aussi va devoir se développer. C'est quelque chose d'un peu étrange d'aller dans le coin. Par contre, on voulait pas être si dépendant d'une industrie qu'on contrôle pas.
évidemment, on y contribue, mais on est loin d'être ceux qui vont faire que demain, il y aura une autre mission qui va partir. C'est ça. Fait que l'infini était vraiment est né d'un désir de encore plus rapidement démocratiser l'accès à la réalité virtuelle. Donc, oui, il y a quand même quelques millions de casques qui sont déployés sur la planète, mais on voulait que ça soit, si quelqu'un veut voir cette expérience, qu'il puisse la voir, qu'ils aient accès à un casque ou pas. Fait que, bon, on n'est pas rendu à un point où c'est encore vrai, où n'importe qui peut aller voir notre expo. Mais déjà, on a pu montrer ça à, je pense, 70 ou 80 000 personnes à Montréal, à peu près la même chose à Houston. Là, on est à Seattle, on s'en va à San Francisco à l'automne. Et là, on va se mettre à démultiplier les kits. Et on en fait de différentes grandeurs parce que ça demande un gros espace qui peut pas facile à trouver n'importe où. Fait que on espère que d'ici 2-3 ans, il y ait peut-être une dizaine de kits qui se promènent sur la planète. Certains kits permanents, comme on a annoncé récemment à Montréal, on veut en avoir un en permanence. On peut s'imaginer dans des villes comme New York qu'il y en ait en permanence aussi. Donc vraiment, le but de tout ça, c'est exactement comme tu disais, là, c'est de donner l'accès à cette expérience que si peu on pu vivre. C'est pas exactement la même chose, mais d'après nous, et je pense que plusieurs sont d'accord, c'est le plus proche, surtout comparé au cinéma ou aux médias traditionnels. Alors voilà, vous avez entendu la moitié de cette rencontre avec Paul Raphaël, cofondateur et directeur de la création chez Félix et Paul Studio. Et pour connaître la réaction des astronautes, et c'est quelque chose, ce que les astronautes ont dit aux gens de Félix et Paul Studio, je vous invite à écouter l'intégrale de cette entrevue sur la chaîne du podcast Mon Carnet à partir des plateformes ou sinon vous vous rendez directement sur le blog moncarnet.com, vous allez voir l'entrevue est bien en vue pour entendre les propos de Paul Raphaël et je vous ai présenté juste la moitié. Alors, il y a encore des minutes et des minutes d'entrevue à écouter et c'est vraiment fort intéressant. Alors voilà, et maintenant, on passe à la deuxième entrevue. Cette fois, je vous propose une rencontre avec un pionnier de l'Internet en France. Longtemps, la France a été un leader dans le domaine de la réseautique avec son fameux réseau Minitel qui avait donné un avant-goût aux Français de ce que l'Internet allait pouvoir leur offrir comme possibilité à son commencement. Mon invité, c'est Philippe Devost, aujourd'hui directeur de l'École d'ingénieurs en informatique EPITA en France. Et au tout début de l'Internet en France, c'était un des cofondateurs de Wanadoo, la filière Internet de France Télécom, qui était le gros joueur, l'équivalent du Bell Canada chez nous à l'époque. L'ingénieur de formation qui vient de publier un livre intitulé « De mémoire vive » a accepté mon invitation de refaire un peu le parcours de son cheminement professionnel qui est, et de là l'intérêt, pas mal parallèle à l'évolution de l'Internet. Et au passage, je remercie mon ami Jérôme Colombin de me l'avoir fait découvrir dans son excellent podcast Mon Numérique. Alors voici un extrait de cette rencontre. D'abord, je veux vous remercier pour le livre que vous venez de publier. Malgré ce que vous dites dans votre introduction, où il y a déjà des livres qui parlent de technologie, il y a déjà des livres qui traitent de l'histoire, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a vécu l'histoire de l'informatique, du numérique en général, tant aux États-Unis qu'en France, parce que vous avez fait un gros de votre carrière en France, mais vous êtes quand même venu, vous avez eu votre époque américaine. C'est intéressant d'avoir une nouvelle perception, particulièrement celle de quelqu'un qui a été au cœur du développement de l'Internet en France. C'est pas banal. Et juste pour ça, je voulais vous remercier. Alors, c'est déjà beaucoup. Je vous en prie. Non, c'est effectivement une traversée chronologique à travers des expériences vécues qui sont simplement, pour chacun des chapitres, des petites introductions qui permettent au lecteur de se situer et de se dire, tiens, mais moi, où est-ce que j'étais à cette date-là ou à cette période-là? Mais c'est pas un livre sur moi, ma vie ou mon œuvre, parce que ça n'a, en tout cas, à mes yeux, aucun intérêt. L'autre chose, effectivement, l'autre chose qui rend ce livre un peu différent des autres,
c'est que dans toute ma carrière jusqu'ici, j'ai effectivement été aux avant-postes ou aux premières loges de la révolution numérique, mais dans des métiers et dans des situations très différentes. Et je pense que le fait de pouvoir adopter tour à tour le point de vue d'un dirigeant de start-up, le point de vue d'un jeune ingénieur dans un grand groupe de télécommunications qui était encore un monopole public à l'époque, ou encore au sein de la puissance publique à la Caisse des dépôts lorsque j'ai commencé à m'occuper du déploiement de ce qui était le premier programme d'investissement d'avenir, ça donne une espèce de vue un peu panoptique du sujet. Et c'est ça aussi que je souhaitais partager, dont je souhaitais témoigner. D'ailleurs, je vous présentais tout à l'heure comme ingénieur de formation et je pense que ça vous décrit assez bien dans votre cheminement. Oui, je suis ingénieur de formation, ingénieur en télécommunications. En revanche, j'ai effectivement eu, en tout cas, le goût des entrepreneurs et le goût d'accompagner des entrepreneurs, puisque j'ai rejoint successivement trois startups dans ma carrière, dont la dernière, dont j'étais le CEO. À Cambridge en Angleterre et que j'ai eu la chance de vendre un peu. Mais je ne suis pas serial entrepreneur, je n'ai jamais fondé d'entreprise. Et sinon, je pense que justement, j'aurais sans doute pas eu cette espèce de vision complémentaire, très kaléidoscopique du sujet. Philippe, là, je veux vous ramener au tout début, même c'est pas les tout début parce que c'était pas là à l'époque, en tout cas en France, à l'arrivée de l'Internet. Vous faites partie de l'aventure de Wanadoo quand France Télécom décide d'embarquer à pieds joints dans l'Internet. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je couvrais déjà ça au Canada. Je me souviens même d'avoir participé avec un porte-parole de France Télécom à une émission à France Inter. Et à cette époque-là, France Télécom était toujours sur son pied en disant, non, en France, c'est le Minitel. Et puis après, on verra. Qu'est-ce qui, un jour, a fait pencher la balance? Parce qu'évidemment, et puis il y avait différents scénarios. Hein. À l'époque, il y avait AOL qui était grand. Ils auraient pu faire un jumelage avec AOL. Ils auraient pu développer leur Internet à eux. Mais ils ont dit non, finalement, on va se brancher sur Internet. Vous qui étiez aux premières loges, et Wanadoo, c'est ça, hein, c'est l'entité qui a mis sur pied le service Internet de France Télécom. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Je pense que la balance, elle a penché pour deux raisons qui sont très différentes et très complémentaires. La première, c'est une raison tout simplement rationnelle, c'est le fait que on avait eu beau inventer chez France Télécom ce modèle de kiosque qui était une sorte d'App Store avant l'heure, puisque France Télécom, un peu comme Apple aujourd'hui, distribuait des services qui étaient des services payants, se chargeait de la facturation sur la facture de l'abonné France Télécom et reversait ensuite à l'éditeur une partie du chiffre d'affaires. France Télécom avec le Minitel était un AOL avant son temps. Était un AOL avant son temps ou bien un App Store ou un Google Store avant son temps. À une grande différence près, c'est que d'une part, ce que nous étions capables de facturer à l'époque, c'était uniquement le temps, puisque la durée de connexion était la mesure de la consommation du service, qui était un service qui était déployé sur le réseau téléphonique. Et d'autre part, parce que il y avait une autre très grande différence technologique, c'est que c'était un service proposé par un opérateur avec la vision qu'avait à l'époque un opérateur, c'est-à-dire des services centralisés. D'ailleurs, on parlait de centraux téléphoniques, et un terminal d'accès qui était un terminal extrêmement passif. Il n'y avait aucune intelligence dans le Minitel. C'était du client-serveur, mais avec quasiment aucun traitement local. Et on a quand même vu arriver le microprocesseur, on a vu arriver le PC, on a vu arriver l'ordinateur personnel qui avait déjà fait irruption dans les bureaux, mais qui commençait à se positionner dans les foyers et qui, lui, reposait sur le paradigme exactement inverse où une puissance de calcul très abondante était disponible sur place localement pour du coup exécuter et rendre des services avec des interfaces beaucoup plus évoluées. Donc, on avait vu cette différence-là et on sentait bien que le modèle de France Télécom qu'on n'arrivait pas à exporter, il y avait eu des expérimentations avec US West, notamment aux États-Unis, mais on sentait bien que ce modèle arrivait à sa limite, alors même qu'il était extrêmement rentable. Et la deuxième raison, et c'est une raison qui est personnelle, c'est une très grande figure de France Télécom qui est décédée il y a quelques années, qui est Jean-Jacques Damlamian, à qui je rends hommage dans le livre,
et qui lui était à la fois le patron de toute l'activité de développement de France Télécom, qui était un des membres du comité exécutif et qui était complètement visionnaire et qui lui avait vu le caractère universel du protocole TCP/IP arriver, sachant que c'est un protocole qui n'avait pas été inventé chez France Télécom. À l'époque, on était quand même chez France Télécom à la fois les co-auteurs de la norme GSM avec Deutsche Telekom, mais on était aussi les co-auteurs des grandes normes qui font qu'aujourd'hui on est capable de se voir sur Zoom tout en se parlant, puisque l'essentiel de la propriété intellectuelle et des brevets de MPEG-4, donc de la vidéo sur Internet, ont été inventés dans un des laboratoires de France Télécom. Et j'en passe et des meilleurs sur la reconnaissance vocale, etc. Donc, il faut bien se mettre dans cette position du not invented here, qui était un sujet sur lequel s'arc-boutaient beaucoup d'ingénieurs, qui avaient d'ailleurs proposé de transposer, de déplacer les services télématiques sur le micro-ordinateur, mais sans bénéficier complètement de la puissance de celui-ci. Et donc, effectivement, on a été face à trois choix qui étaient le premier, on continuait le Minitel en le déployant sur micro-ordinateur, mais tout en restant dans des normes propriétaires qui seraient difficiles de faire adopter partout. La deuxième solution, comme vous l'avez dit, c'était de s'associer à AOL, de prendre 20% d'America Online et de déployer AOL en Europe. Et puis la troisième piste, c'était de s'appuyer sur le protocole TCP/IP et d'emboîter le pas à d'autres fournisseurs d'accès Internet indépendants qui avaient déjà vu le jour, mais d'entrer sur ce marché avec toute la force de frappe de France Télécom et notamment notre capacité à servir des clients. Il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, quand vous n'arriviez pas à vous connecter à Internet et que vous étiez un client exaspéré, eh bien vous preniez votre ordinateur, vous le mettiez dans le coffre de votre voiture, vous arriviez à l'agence, vous posiez tout sur le desk en vous disant voilà, ça ne marche pas, je n'arrive pas à me connecter, débrouillez-vous. Et on a dû apprendre plein de choses en matière de service aux clients parce que quand vous maîtrisez le terminal Minitel de bout en bout et qu'il y a une difficulté, vous savez tout de suite où elle se trouve. Quand un client qui a configuré son PC de travers, qui a branché son modem à l'envers, qui n'a pas le bon matériel, qui n'a pas le bon logiciel, n'arrive pas à se connecter à Internet, cette difficulté, elle peut avoir des causes à différents endroits de la chaîne. Et ça, pour le service client, c'était quelque chose de complètement nouveau. Là, c'est pareil, une aventure et un apprentissage pour l'ensemble des agences qui accueillaient des clients qui comprenaient pas ou qui avaient besoin qu'on les guide. Et là, c'est pareil, quand ils avaient besoin qu'on les guide, c'était Bruno, je ne sais, en fait, c'était s'apercevoir que vous ne saviez pas vous servir de votre micro-ordinateur et pas du tout que vous n'arriviez pas à vous connecter à Internet. Quand même. Vous nous ramenez loin, mais c'est quand même ça. Mais ça a été quoi le plus gros défi pour vous à l'époque de Wanadoo? Est-ce que c'était de convaincre les Français de passer du Minitel à l'Internet? Est-ce que c'était de faire le service à la clientèle? Est-ce que c'était de voir le potentiel commercial et de le développer? Qu'est-ce que c'était? C'était tout à la fois, Bruno. Absolument tout à la fois, puisque les premiers business plans qui avaient été établis visait quelques dizaines de milliers d'abonnés au bout de 3 ans. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a été complètement pris par l'appétence des utilisateurs et par le fait qu'il fallait qu'on upgrade nos modems et qu'on accroisse les débits en permanence. Et on était systématiquement rattrapé par la courbe de trafic. Et puis le troisième défi, je pense un des plus amusants à relever, c'est que il n'y avait à l'époque aucun outil. Et que donc une grande partie des services qu'on a déployés, qu'on a conçus, l'ont été à la main. Il faut se souvenir qu'il n'existait pas encore à l'époque de composeur HTML et que quand vous conceviez une page de service, vous la faisiez avec un éditeur de texte en apprenant le langage. Donc ça a été une époque de très grande agilité au fond, puisque moi j'étais en lien permanent avec une petite équipe de développeurs qui venait du monde du Minitel. Et quand on venait du monde du Minitel, on avait une caractéristique intéressante, et c'est que l'architecture des services Minitel, qui était capable de servir des dizaines ou parfois des centaines de sessions concurrentes, par exemple dans le cas d'un service bancaire, donc en plus de manière sécurisée. Ça, on a tous oublié, mais au milieu des années 80, vous pouviez consulter vos comptes en banque, faire des virements sans aucun problème.
puisque fondamentalement la banque c'est des chiffres et les chiffres ça prend pas beaucoup de place et c'est pas très compliqué à envoyer et à recevoir. Mais pour pouvoir servir toutes ces sessions, il y avait qu'un seul operating system qui était capable de le faire de manière propre, c'était Unix. Et donc il y avait, à cause ou grâce au Minitel, une première génération de développeurs en C sous Unix qui étaient très très talentueux. Et dont une partie d'ailleurs, et c'est là que l'histoire est drôle et que la boucle se boucle, une partie de ces développeurs était issue de l'EPITA. Et donc mon premier contact avec l'EPITA, ça a été en 94-95, quand on a commencé à développer la maquette du service, et que j'étais quasiment au téléphone et par email avec eux en boucle très très courte. On faisait de l'agile sans le savoir, sans aucun manuel, mais en échangeant à toute vitesse sur ce qu'ils étaient capables de faire et ce que ça m'inspirait comme possibilité pour faire évoluer le service. Et je rappelle que aujourd'hui, vous êtes directeur de l'École des ingénieurs en informatique à EPITA. C'est intéressant, par exemple, je veux juste revenir sur votre réponse. J'ai l'impression que vous avez, sans le vouloir, vous l'avez quand même fait parce que vous en aviez besoin pour le Minitel, mais vous avez développé toute une génération donc de gens qui étaient capables de travailler avec du Unix. De ces gens-là, il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis. Il y en a beaucoup aussi qui sont restés en France. Il y en a beaucoup qui ont développé leur carrière ou leur entreprise en France, puisqu'une fois qu'on maîtrisait le C et Unix, on était capable de développer dans à peu près tous les langages et d'une part et d'autre part dans la plupart des environnements et notamment des environnements un petit peu contraints en temps réel. Et ça a été le cas et ça l'est encore aujourd'hui puisque le petit corps d'élite à l'EPITA d'ingénieurs de dernière année qui s'occupe de l'infrastructure pédagogique et de la formation des ingénieurs de première année dans cette fameuse piscine qui a été inventée par l'EPITA. On les appelle les ACU, et ACU, c'est l'acronyme de Assistant C Unix. Donc le C et Unix font partie du code génétique de l'école. Et effectivement, ensuite, ils sont allés tenter leur chance un peu partout et on les retrouve aujourd'hui dans toutes les entreprises, mais on en trouve aussi en France. Je pense à 2 des 3 fondateurs du service Doctolib, dont vous avez certainement entendu parler, qui sont deux anciens d'EPITA. Quand même, vous êtes vraiment partout. Je vous amène, on parlait des Américains, je vous amène à votre épopée américaine. Vous êtes parmi ces Français, il y en a pas beaucoup, mais il y en a, qui se sont rendus faire un stage ou travailler chez Apple à l'époque de Steve Jobs. C'était comment cette époque-là? L'époque de Jobs, alors quand j'ai fait mon stage, Jobs n'était pas encore revenu aux manettes. Je l'ai croisé beaucoup plus tard, à l'époque où je dirigeais InSense, donc qui était cette société de traitement d'images qui était basée à Cambridge en Angleterre, et je suis allé à plusieurs reprises chez Apple avec qui nous discutions. J'ai croisé Jobs à cette occasion. C'était une époque très particulière dans laquelle on sentait que Steve Jobs déclinait, mais que son héritage et son impact étaient au maximum. C'est l'époque des débuts de l'iPhone et c'est l'époque où l'industrie commence à comprendre que l'iPhone va dépasser absolument toutes les prévisions et va devenir un standard en tant que tel, au-delà du fait qu'il la bascule entre les revenus dominants d'Apple tirés des ordinateurs et ceux tirés de l'iPhone, elle se joue en quelques trimestres, hein, ça va extrêmement vite. C'est une entreprise qui avait conservé un culte du secret absolu et dans laquelle les informations étaient extrêmement cloisonnées. Mon dernier souvenir, et ça a été une grande découverte, c'est dans les modes de management de Steve Jobs, il y avait cette notion de directly responsible individual, et qui sont des profils dans l'organisation qui n'ont aucune autorité hiérarchique, qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas de division sur leurs responsabilités, mais qui en revanche ont un point en commun, c'est que tous sont des experts dans un domaine très précis. Et quand on dit des experts, c'est ce qui permettait et ce qui permet sans doute encore aujourd'hui à Apple de prendre des décisions d'une manière très intéressante et je trouve très inspirante. C'est qu'Apple est une société qui ne revient jamais sur ses décisions. C'est-à-dire qu'une fois que c'est oui, c'est oui. Une fois que c'est non, c'est terminé. Ça n'est pas la peine d'essayer de revenir ni par la porte, ni par la fenêtre, ni par le pot d'échappement. C'est terminé. Et pour un certain nombre de décisions qui sont des décisions critiques,
quand les dirigeants ou quand Steve Jobs prenait l'avis sur l'opportunité de développer telle ou telle technologie, de racheter telle ou telle entreprise, il faisait appel à un petit nombre de directly responsible individuals qui étaient ceux qui détenaient la vérité sur la décision qu'Apple prendrait ou pas. C'était Jobs qui prenait les décisions, mais il n'allait chercher ces informations qu'à une seule source, qui était une source interne et dont il suivait constamment les recommandations. Et c'est ce qui nous est arrivé au moment où on a été racheté. Le directly responsible individual, Paul Hubel, était le color scientist d'Apple. Et c'est à lui que Jobs demandait pour tout un tas de choses, pas uniquement dans notre cas, mais demandait si il validait du point de vue du respect des couleurs, s'il validait telle ou telle méthode, tel ou tel élément de hardware, voilà. Et c'était lui. Et donc sa responsabilité était en fait énorme, puisque même s'il n'avait pas, encore une fois, de budget ou de people sous ses ordres, il avait le droit de vie ou de mort sur la poursuite de l'exploration d'Apple de tel ou tel domaine, ou bien de discussion avec telle ou telle société. Et je trouvais que c'était un mode de management qui était très intéressant, qui était probablement lié à la personnalité de Jobs, mais qui est en fait d'une efficacité redoutable, parce qu'une fois que vous avez pris votre décision, vous tournez la page et vous passez à autre chose. Soit vous implémentez, soit vous passez à un autre sujet, mais vous ne revenez jamais en arrière. Et ça créait aussi, en tout cas particulièrement pour Steve Jobs, ça créait un cercle de confiance. Il y avait un cercle du savoir autour de lui. Et à un moment donné, moi je les appelais ses apôtres. Justement, il y avait des personnes qui avaient ce lien de confiance avec Steve Jobs qu'on n'a pas vu par la suite. Alors je pense qu'on le sent pas parce que ça reste un processus extrêmement discret. Paul Hubel, typiquement, il était connu de ceux qui travaillaient dans le traitement d'image et uniquement sur le sujet, et il n'était consulté que sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça que le parallèle avec les apôtres me semble pas complètement exact, au sens où les apôtres assez souvent sont là aussi pour porter la bonne parole, alors que Paul ne portait aucune parole. Paul, il écoutait, il testait, il essayait, et il donnait son avis quand on lui demandait, et il le donnait qu'à Steve Jobs. Donc c'est une armée d'experts très discrets qui, encore une fois, portent une responsabilité qui est considérable, mais ne s'en enorgueillissent pas. Enfin, ils n'avaient pas pris le melon. Ils étaient à leur place, mais ils se sentaient bien à leur place parce qu'ils savaient l'étendue de leur responsabilité quand ils étaient consultés sur un sujet. Alors voilà, et puis comme à l'habitude, maintenant je vous propose un extrait, mais si ça vous intéresse d'entendre l'entièreté de cette rencontre, parce que c'est environ la moitié de la rencontre que je viens de vous faire entendre, notamment tout son travail de précurseur pour la naissance de la fameuse French Tech, je vous invite à écouter l'intégrale sur le fil du podcast Mon Carnet ou en allant directement sur le blog moncarnet.com. Cette semaine, Stéphane Ricoul s'intéresse aux entreprises et comment elles doivent changer de posture et adopter celle de la bénévolence pour devenir de bons citoyens corporatifs. La pression monte d'un cran ces temps-ci sur les grandes entreprises du monde technologique. Une pression qui porte à la fois sur la réglementation, mais aussi sur le volet bon citoyen corporatif, qui semble avoir été occulté intentionnellement. Il est certain que quelque chose se passe actuellement, une grogne généralisée qui pourrait peut-être nous mener vers une situation de bénévolence si nos autorités maintiennent le cap et ne cèdent pas au lobbyisme effréné tel que décrit dans mon billet précédent. Mais qu'est-ce que la bénévolence? Si je reprends la définition qui en est donnée dans le livre de Patrick Mercier, The Power of Benevolence, il s'agit de la capacité des marques à être utiles et responsables dans le quotidien des gens. Dans ce livre, il présente l'importance que nous devons accorder à la création d'une nouvelle forme de croissance, à la créativité et l'innovation pour faire le bien et rendre le monde meilleur, et au rôle que les marques ont à jouer dans la transformation du monde.
Une pensée que rejoignent Olivier Laquinte, CEO de Talsom, et Daniel Charon, vice-président chez Fondation, dans une allocution donnée au forum ESG de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, lorsqu'il se prononce sur l'obligation de revoir de façon urgente nos modèles de succès et notre posture d'entrepreneur. Sans tentative de comparaison de ma part, c'est aussi une position que partage Bernie Sanders, sénateur du Vermont et président du comité du budget du Sénat, en y allant d'une sortie que je trouve tout à fait savoureuse, comme quoi, quand le gouvernement adopte une politique industrielle qui socialise tous les risques et privatise tous les profits, ce n'est pas un partenariat, c'est du capitalisme de copinage. Le contexte étant que depuis 2 mois, un comité de 107 membres s'efforce de finaliser un accord sur la loi américaine sur l'innovation et la concurrence qui fournirait plus de 50 milliards de dollars aux entreprises d'une industrie pourtant très rentable, celle des microprocesseurs, et ce, sans aucune condition. Et c'est sur ce dernier point, bien évidemment, que cela accroche pour M. Sanders. Même s'il ne remet pas en cause que la pénurie de main-d'œuvre des microprocesseurs que connaît le monde coûte de bons emplois aux travailleurs américains et fait grimper les prix pour les familles, pour lui faire un chèque en blanc de 50 milliards de dollars à un moment où les sociétés de semi-conducteurs réalisent des dizaines de milliards de dollars de profits et versent à leurs dirigeants des rémunérations exorbitantes, il est clair que la réponse devrait être un non catégorique. Au cours des 20 dernières années, l'industrie des micropuces a fermé plus de 780 usines de fabrication aux États-Unis et a supprimé 150 000 emplois américains, tout en déplaçant la majeure partie de sa production à l'étranger après avoir reçu plus de 9,5 milliards de dollars de subventions et prêts gouvernementaux. En d'autres termes, afin de faire plus de profit, ces entreprises ont pris de l'argent du gouvernement et l'ont utilisé pour expédier des emplois bien rémunérés à l'étranger. Maintenant, en récompense de ce mauvais comportement, ces mêmes entreprises sont en ligne pour recevoir un énorme don des contribuables pour réparer les dommages qu'elles ont causés. On est loin de la définition de la bénévolence. Pour rappel, juste pour le fun, ce fut tout de même 20 milliards de dollars en termes de profit pour Intel en 2021 et 7,8 milliards de dollars pour Texas Instruments. Pour Bernie Sanders, si les entreprises de micropuces réalisent des bénéfices grâce à des subventions fédérales, les contribuables ont le droit d'obtenir un retour raisonnable sur cet investissement. Autre élément important qui va augmenter un peu plus la pression sur les grandes entreprises, notamment liées aux communications, c'est le fait que les démocrates préparent un projet de loi qui codifierait de manière permanente la neutralité du net, selon le média The Verge. On se rappelle que du temps de Trump, la Federal Communications Commission, la FCC, avait annulé les dispositions sur la neutralité du net. L'été dernier, le président Joe Biden a signé un décret exécutif de grande envergure promouvant la concurrence dans une variété d'industries, y compris les télécommunications, appelant la FCC à rétablir la neutralité du net afin de lui donner de nouveaux pouvoirs d'exécution sur Internet, y compris celui d'établir des règles contre l'étranglement, le blocage ou la priorisation payante. Mais cette dernière, la FCC, n'y a pas encore donné suite. Du côté Royaume-Uni maintenant, ce sont les technologies liées à l'intelligence artificielle qui se voient pointer du doigt, ou plutôt le manque de clarté, les chevauchements, l'incohérence et les lacunes de la réglementation britannique, rien de moins. L'idée en arrière de cela serait d'avoir une approche flexible, offrant de la clarté aux entreprises, de la confiance aux investisseurs, mais aussi de la confiance du public, selon le ministre du numérique, Damian Collins, qui demande aux régulateurs de se concentrer sur les préoccupations à haut risque plutôt que sur les risques hypothétiques ou faibles associés à l'IA. Au lieu de confier la réglementation de l'IA à un seul régulateur national par État membre, comme le fait l'Union européenne avec son AI Act, les propositions du gouvernement britannique permettraient à différents organismes de réglementation d'adopter une approche adaptée à l'utilisation de l'IA dans différents contextes, certainement dans un esprit de bénévolence. Du côté de l'Europe, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, s'inquiète du flou juridique et des risques de dérive en matière de respect de la vie privée à propos du traitement algorithmique
des flux vidéo enregistrés dans des espaces publics et appelle à un débat démocratique permettant d'éclairer des choix indispensables qui attendent le Parlement et le gouvernement, selon le journal Le Monde. Un débat indispensable afin de déterminer si ces pratiques qui s'accumulent au fil du temps sont légitimes ou non vis-à-vis de l'intérêt général. Et vous pouvez ajouter une petite couche de complexité à tout ça quand le flux vidéo provient directement d'un fournisseur américain ou chinois. Pensez à Amazon par exemple, dont les sonnettes intelligentes Ring ont fait parvenir 11 fois des vidéos de ses caméras connectées aux forces de l'ordre dans le cadre d'une procédure d'urgence depuis le début de l'année. C'est aux États-Unis, d'accord, mais c'est aussi tout de même une belle source de préoccupation en matière de protection de la vie privée. Que se passerait-il si la demande de flux vidéo provenait d'une sonnette installée dans un autre pays? Le sénateur démocrate Edward Markey a d'ailleurs déclaré à ce propos à CNN que le recours croissant des forces de l'ordre à la surveillance privée crée une crise de responsabilité. Il se dit particulièrement préoccupé par le fait que la surveillance biométrique pourrait devenir un élément central du réseau croissant de systèmes de surveillance dont Amazon et d'autres puissantes entreprises technologiques sont responsables. Pensez aussi à Huawei, le fabricant chinois spécialisé dans la fabrication d'équipements de télécommunications. Selon Reuters, les États-Unis craignent que des tours cellulaires équipées du matériel Huawei ne captent des informations sensibles provenant de bases militaires, ce qui pourrait représenter un danger réel pour la sécurité nationale du pays, puisque Huawei a pu transmettre certaines informations sensibles à Pékin, comme l'exige là aussi la loi du pays. On le voit, on est loin dans plusieurs cas du principe de bénévolence. Et pourtant, il peut sembler logique de se poser la question au nom des entreprises, à savoir comment peuvent-elles se transformer pour rester performantes tout en donnant un sens à leur transformation. Une question qu'une firme comme Talsom s'est toujours posée en voulant créer un impact positif à travers l'humain, l'innovation et la technologie, et une question que l'ensemble des entreprises devraient se poser pour créer une différence émotionnelle et relationnelle, et ainsi décupler tout le potentiel que le numérique nous apporte, avec en ligne de mire une relation de confiance qui pourra alors nous permettre de changer le monde qui, entre vous et moi, en a cruellement besoin actuellement. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à mes invités, merci à Stéphane Ricoul d'avoir été présent cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin, c'est fort apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes toujours au travail, ben courage et continuez, c'est important. Et je vous dis, portez-vous bien.